C'est quoi le titre? Aujourd'hui, je reçois Hugues Duchesne, comédien et metteur en scène. Il présente à Avignon L'abolition des privilèges, un texte de Bertrand Guillot. On va parler de tout ça, mais avant tout, comment se passe ton Avignon ? Très bien. On a eu des problèmes. Au début, on a eu un petit peu peur quand même. C'était bien le stress parce qu'on a déjà fait un Avignon l'année dernière. Donc, on s'est dans une salle qui faisait 70 places. Et là, tout l'enjeu était de remplir une salle qui allait en faire 150. La salle l'année dernière était plus adaptée à mon spectacle qui est en quadrifrontal parce que c'était une salle qui est la salle de la Maïf du Train Bleu dans lequel on peut très vite moduler, faire des bifrontaux, trifrontaux, quadrifrontaux et surtout avoir des quadrifrontaux équilibrés. Là, au Train Bleu, on est passé dans la grande salle, donc dans une salle où il y a un gradin fixe et où on utilise la scène pour faire les derniers 3 côtés du quadrifrontal. Et ça crée un peu un petit déséquilibre parce que le gradin il fait 120 places et que sur la scène on peut mettre 30 personnes. Voilà, j'avais une appréhension par rapport à la salle en me disant est-ce que ça allait marcher, est-ce que le spectacle allait quand même intéresser les gens dans une salle où c'est pas équilibré. Ensuite, j'avais peur parce que c'est pas parce que ça a marché une année que ça marche rien. Donc on a tracté très vite au début. On n'a pas reçu des affiches. On a eu un problème d'affichage, ça c'était très très relou. On est arrivé le 4 et le 5 et on est arrivé au livreur et ça faisait 1 heure que les affiches venaient de repartir à l'imprimeur parce que personne n'était venu les chercher avant. Donc on s'est dit oula, on part sans affiche avec pas beaucoup de tracts parce que l'année dernière on en a jeté beaucoup. On a eu peur et heureusement les choses ont bien redémarré et à partir du 10 juillet on avait arrêté de tracter et on s'est dit c'est bon, ça va aller. On va parler un peu de ce quadrifrontal tout à l'heure, mais peut-être par un peu de provocation, mais j'ai vu que quand on t'offrait des livres, tu les lisais pas. Et là, il s'avère que ce livre, on te l'a offert. C'est parce que le texte de ton spectacle, c'est un livre qui existe déjà, c'est un texte qui existe déjà. Ouais. Alors déjà, pourquoi tu ne lis pas les livres qu'on t'offre ? Et qu'est-ce qui a fait que ce livre-là, tu l'as lu et ce livre-là, t'as décidé de le mettre en scène ? J'ai trop de livres en retard, déjà. C'est ma raison principale. Pourquoi j'ai lu ce livre qui m'a été offert par un spectateur qui donc est Bertrand Guillot à une sortie de scène d'une précédente pièce en juin 2022 parce que déjà la Révolution française ça m'intéresse un petit peu, donc j'ai dû lire 1 ou 2 chapitres comme ça un peu poliment dans ma loge avant de jouer les jours suivants, mais j'aurais pu arrêter de lire le bouquin comme ça. Ce qui fait, son éditrice m'a sollicité, on a bu un verre quelques jours plus tard. Elle m'a dit ouais, mais lis-le vraiment. Il y a des personnages qui vont te faire penser à Manuel Valls, voilà. Et je ne sais pas de quel personnage elle parlait, mais peu importe. Je suis allé au bout de la lecture, ou au moins au bout de la première partie, et très vite en me disant c'est pas mal cette histoire. Il y a une histoire d'unité de temps, d'action, de lieu. Donc il y a quelque chose au théâtre qui pourrait fonctionner et en plus imaginer un spectacle avec moins d'acteurs, c'est ce que je voulais faire dans le sens où je sortais d'un spectacle là, je m'en vais mes l'état de demeure, le spectacle d'avant il durait 6 heures, il était il y avait 7 personnes au plateau, c'était de l'écriture permanente et donc aussi de la production permanente, donc ça demandait tout le temps d'être borderline en termes de pression que je m'infligeais à moi-même. Donc là, faire une adaptation d'un roman et qui parle d'un truc qui est assez fédérateur, en plus on est dans la Révolution française, mais on parle de 1789, c'est pas les moments de la terreur qui peuvent évidemment rebuter, faire peur, oulala. Là, on est sur le début, sur un moment où les gens se disent bon, on va faire du commun, on va se rassembler, on va lâcher sur les trucs qui ne marchent plus, et faire société. Et ça va être une bonne façon de donner un peu envie aux gens de faire de la révolution et de contrer le déclinisme ambiant de notre société. Je sortais d'une pièce qui parlait de l'élection présidentielle de 2022, de Zemmour spécialement, du moment où je m'étais immergé dans sa campagne, et donc je pouvais plus faire des spectacles qui disaient ça va être de pire en pire, etc. Je voulais trouver un autre récit que ça,
Et ce roman-là m'a permis de trouver ce récit. Comment, même quand on croit que c'est bloqué depuis des années et des années, à un moment, ça se débloque quand même. Et indéniablement, ta pièce m'a refait penser au fait que il y a quelques mois, j'ai vu la série Marie-Antoinette il me semble que c'est sur Canal+, malheureusement. Et je me suis vraiment posé la question à la fin de cette série en me disant ouais, mais on est à peu près dans la même époque finalement. Il y a plus d'argent dans les caisses et on en parle à l'intérieur de ta pièce. Et là, tu dis que tu veux le prendre sur un biais plus positif et en même temps, ta pièce nous ramène au fait qu'on est peut-être dans une pré-révolution ou dans une sorte de basculement. Et c'est ce que m'a dit l'auteur du roman en me le donnant. Il m'a dit, ou je crois que c'est sa compagne qui m'a dit ça, elle m'a dit, c'est un peu comme vous, tout est vrai sauf ce qui est faux, qui était un des articles de, je sais plus comment, du contrat qu'on a passé avec le spectateur dans la pièce précédente. Ça parle de politique, ça parle de faits actuels, tout est vrai sauf ce qui est faux, c'était un peu... voilà. Et là, il m'a dit, tout est vrai sauf ce qui est faux parce que... j'ai travaillé à partir de matières réelles, j'ai un peu romancé, j'ai un petit peu retravaillé la langue ici et là, mais vraiment c'est l'histoire vraie que je raconte. Et pourquoi ça m'a plu aussi? Parce que effectivement, ça nous ramenait tout le temps, dès la 4e de couverture, on nous dit clairement, avant tout, c'est un problème de dette, ensuite, il y a un problème de blocage politique, et enfin, il y a des problèmes climatiques, parce qu'il y a eu des hivers terribles, 1786, 87, voilà, des mauvaises récoltes à répétition, et voilà, apparemment, ce climat bouleversé était dû à un volcan islandais qui envoyait, je ne sais si c'est du soufre ou sur l'Europe, et qui de temps en temps faisait qu'on pouvait se retrouver avec la Seine gelée, même la Garonne a été gelée l'hiver avant mai 1789. Donc ce truc-là, évidemment, il est fait pour nous dire on est aujourd'hui, on est effectivement... Mais le roman ne nous dit pas si on est en 1750, en 1786, en 1788. Ce qui est sûr, c'est que c'est un roman qui nous dit, voilà, on voit bien que un moment ça va bouger, un moment ça va être bouleversé, perdez pas espoir parce que même si vous avez l'impression que ça bouge jamais, un jour ça finira par bouger. Et moi j'y trouve quelque chose, en lisant le roman, je savais que j'y trouvais quelque chose qui me faisait du bien parce que moi je me dis, dans ma lecture politique sur les questions climatiques, voilà, on voit que c'est le Club de Rome, c'est en 1972 que vraiment des scientifiques posent un constat sur la société des énergies fossiles et du carbone, et on pourrait même remonter avant 1972, mais depuis, on attend. Et voilà, je suis né en 91, je me souviens qu'on parlait je crois, du protocole de Kyoto, c'est une sorte de COP qui s'était passé à Kyoto en 1997, 96, je sais pas. On parlait de ça quand j'étais enfant, c'était présent, je passe ma vie à me dire quand est-ce que ça bouge. Et donc c'est pour ça que mon personnage arrive un peu au milieu du spectacle et pose des questions climatiques, mais radicales, en cherchant à aller trop loin, en posant la question des enfants, des trucs, en mettant sur scène des choses qu'on a un peu tous dans nos têtes, en se disant « Oh là là, quel monde horrible, jusqu'où on arrête, comment on fait ?» Ouais, t'apportes en fait en plein milieu de la pièce une sorte de cassure qu'on on attend, à vrai dire. Moi personnellement je l'attendais parce qu'il y avait ce truc de parallèle depuis le début de la pièce, il n'y a pas de costume d'époque, il n'y a rien du tout, c'est vraiment quelque chose je trouve de très actuel. Le texte nous fait penser aussi à quelque chose de très actuel et il y a cette coupure qui arrive en plein milieu. Ça, à mon avis, c'est pas dans le texte original, donc c'est toi qui l'as créé. Oui. Comment tu l'as imaginé, comment tu l'as pensé, et est-ce que ça t'avait fait peur aussi de vouloir créer cette coupure à ce moment-là? Si, ça m'a fait peur, parce que j'ai eu peur de mettre 2 balles dans la tête de ma propre pièce de théâtre qui jusque-là fonctionnait bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en juin 2023, on a créé une première maquette du spectacle qui était les 50 premières minutes, donc juste la première partie. En répétant avec Maxime Pambay, l'acteur du spectacle, on avait des discussions parce que lui, il attendait un enfant. En fait, il me l'avait dit au premier jour des répétitions que sa copine était enceinte. Et donc, voilà, c'était un moment déjà de bouleversement intime pour lui. Et moi, à côté de ça, j'avais ma copine qui me faisait un intense lobbying pour que je passe à la contraception masculine, pour que ce soit pas elle qui ait à prendre la pilule.
Donc il y avait un truc intime et politique qui se passait à ce moment-là dans ma vie. En plus, là, je voyais les 50 minutes qui se passaient, je me disais, on est en train de faire un bon spectacle, c'est cool. Mais il y avait une partie de moi qui me disait, si on joue devant des salles de gens qui ont 50, 60 ans, comme ça arrive souvent dans le théâtre, et souvent à Avignon aussi, mais tu vois, hier, dans la salle, je vois un public quand même assez mélangé. C'est le Train Bleu, c'est donc un théâtre qui s'intéresse beaucoup à l'émergence. Donc voilà, il y a un public quand même, c'est pas le cas partout. Et donc je me disais, si je joue ce spectacle devant un public, et pardon, c'est de l'agisme, voilà, mais de tête blanche, ou du moins qui a vraiment la sociologie de mes parents, est-ce que je me dis, est-ce que je vais pas faire un spectacle où chacun va entendre ce qu'il a envie d'entendre. Voilà, le risque d'avoir des spectateurs qui se disent « Ah, c'était vraiment intéressant, la Révolution française. Bonne nuit, Mimine. » C'était pas obligé, parce qu'il y a des trucs qui résonnent avec aujourd'hui dans le livre de Bertrand Guillot de base. Mais j'avais envie d'aller encore plus loin et limite de mettre un peu, voilà, quelques boules puantes en introduisant du dissensus, parce que ce que dit mon personnage, je trouve ça too much. Même, je me demande si ce que dit le personnage de Maxime, ça va un peu plus loin que ce que lui, il est. Ce qui est sûr, c'est que en introduisant comme ça une querelle politique à l'intérieur du récit, je me disais, bon, au moins, les gens vont se poser la question de ce qu'ils entendent à travers le récit qu'on est en train de raconter, et vont se demander si la personne qui est à côté d'eux ou en face d'eux, puisque on est en quadrifrontal, est vraiment en train d'imaginer la même chose à travers cette révolution. Et donc, ce dissensus, à mon avis, pouvait être fécond dans la tête des spectateurs, quand bien même il est dérangeant. Il est un peu, voilà. J'ai un copain hier qui est sorti de scène et qui m'a dit « Bon voilà, moi je trouve ça intéressant, c'est bien, hein, mais j'achète pas du tout la partie au milieu, parce qu'en fait, faut croire à la fiction. Les gens, il me dit « Non, on arrête le post-dramatique, Et voilà, on a une grande discussion là-dessus, parce que moi je lui ai dit que je comprenais son avis, mais que voilà, moi j'avais eu envie de faire ça. Il m'a dit « Mais moi aussi j'aurais sûrement eu envie à ta place, mais je suis sûr que au fond, moi, voilà, il a vraiment pas aimé. » Et en même temps, je pense que je comprends totalement que ça puisse questionner, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, ça crée la conversation. Peut-être qu'on n'aurait pas eu si tu aurais respecté le texte du début à la fin et qu'on aurait peut-être pensé à un peu la même chose. Ah, en vrai, là, comme tu coupes, il y a un truc où ouais, ça questionne cette partie-là. On n'aime pas, au moins on discute, quoi. Il y a un vrai truc qui peut se passer. Oui, ça peut même être un peu pervers de ma part. C'est comme si j'avais mis une partie au milieu pour que des gens qui aiment avoir un avis puissent en avoir un. Et en cause, j'espère que j'ai pas fait ça juste pour ça. À mon sens, aujourd'hui, cette partie-là, elle permet de causer d'un truc important aujourd'hui, d'un point de vue intime et politique, la remise en question du masculin. Je pense que ça fait aussi un entracte, parce que la discussion sur la contraception masculine, elle fait marrer les gens, et que ça permet un petit peu d'être une soupape de décompression, parce que sinon, avant ça, sur les 50 premières minutes, le type, il va à une vitesse folle, il laisse même pas le temps aux gens de rire. À certains moments, je lui dis, voilà, quand il le fait, quand il fait cette scène, cette première partie beaucoup plus lentement, les gens se marrent beaucoup plus, parce que, voilà, limite, ils ont envie d'applaudir quand il dit que le tiers-état est en transe. Il fait un peu un geste, etc. Et là, je lui dis, non, tu continues, même si tu fais le geste, tu continues de parler, parce que sinon, les gens vont se mettre un peu à applaudir pour jouer eux-mêmes les figurants, etc. Et je veux que ce soit un sprint, je veux que tu sois crevé à la fin, et que tu te mettes la tête sous la serviette comme à Roland-Garros, et voilà, que ce soit physique. Et donc je coupe ces possibilités de plaisir du spectateur et je leur donne le Kinder au milieu, et ensuite deuxième partie, troisième partie, reconcentrez-vous les gars, c'est reparti, vous avez bouffé une leçon d'histoire, une leçon de politique sur la deuxième et la troisième qui est super importante. Donc c'est comme ça que c'est réfléchi. C'est étonnant que tu ne souhaites pas, ou que c'est pas ta volonté que le public vraiment interagisse avec vous, parce que c'est tout ce que tu mets en place. Ouais. Avec ce quadrifrontal, avec le fait que
les nobles ont une petite coupe de champagne au début, toutes ces choses-là, en fait, on a juste envie à un moment donné de monter sur scène et aussi, nous, de parler et de nous empêcher de faire ça, je trouve, parce que tu as utilisé le mot pervers, je trouve que c'est pervers. Et heureusement que tu amènes cette soupape, comme tu dis, des compressions, parce qu'au moins on te dit, ok, nous on s'est monté un petit peu là pour venir sur scène aussi. Ça aussi, ça a été une volonté de laisser la place au spectateur en tant que spectateur et pas en tant qu'acteur de ta pièce. Ouais, ouais, je suis pas contre les réactions, hein. Il y en a de temps en temps. Là, on jouait à Figeac et voilà, à un moment, il y a Noailles, qui est un noble, qui propose d'abolir les privilèges de la noblesse, et puis il redescend de la tribune, et il y a une spectatrice au premier rang qui a fait « Bravo !» Ça m'a plu, mais voilà, je sais que, enfin, je veux pas les provoquer pour les gagner, et sinon, je trouve que ce serait cabot. Je veux que les gens aient envie de le faire, et en même temps qu'ils soient frustrés de pas le faire, et d'une certaine manière qu'ils sortent avec du spectacle en se disant « Putain, on a envie de faire la révolution », que ce soit contenu en eux et que je pense pas que je vais faire provoquer des révolutions avec ce spectacle, mais voilà, je veux que ça boue en eux, parce que à la fin, ce qui compte, c'est pas ce que les gens... enfin, faut que ce soit... tu sais, on peut beaucoup s'ennuyer au théâtre, on peut passer des moments... Voilà. Ce qui compte à la fin, c'est ok, qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que est-ce que je suis c'est un peu impensif, désolé, le même en sortant de salle que en y rentrant. En tout cas, là, je sais que ce que je veux provoquer, c'est un sentiment fort de frustration et d'envie et de joie et d'optimisme. Et en même temps d'inviter au débat, parce que finalement ta pièce, c'est un débat. Ouais. Un débat qu'on n'a plus l'habitude de voir aujourd'hui, parce que maintenant c'est le fait de juste de voir deux personnes débattre et deux politiques qui en fait le peuple n'est pas là, n'est pas présent. Or là, dans ta pièce, le peuple est présent. C'est le seul moment d'ailleurs où le peuple est présent dans toute l'histoire, j'ai l'impression, où là il y a le tiers d'État, les nobles et le clergé, et où ils peuvent vraiment débattre, entre parenthèses. Ça aussi, c'était une volonté de ta part de montrer ça, de montrer que c'était possible de débattre et d'avoir une sorte de consensus, parce qu'à la fin, il y a une sorte de gros consensus qui s'en sort de tout ça. Absolument, et pour revenir aux histoires écologiques, là, la France de 1789, tu vois, on est très très loin d'Internet, on a un système postal, il y a eu le 14 juillet avant, et qui à Paris a été très important, et ensuite il y a eu des petits 14 juillet qui se sont passés un peu dans plein d'autres villes, où des gens commençaient à se révolter contre leurs nobles, et on brûlait pour certains des châteaux, et en faisant ça, ils brûlaient aussi les registres d'impôts, donc comme ça, c'était hop, on efface tous les impôts. C'est un moment où, donc, le 4 août 1789, les nobles, ils sont là à entendre que peut-être ils ne sont pas au courant parce qu'il y a 5 jours de délai, mais peut-être que leur château a brûlé, ils prennent peur et ils se disent allez, on va lâcher du lest, sinon ça va être pire encore. Et ça, voilà. Aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'on a, qui peuvent être des moyens d'organisation, pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord vraiment sur les moyens de réduire un maximum de rejet de carbone dans l'atmosphère? Ça devrait être possible. Donc, c'est pour ça que je me dis toujours, 1789, on doit pouvoir en parler parce que ce qui s'est passé à ce moment-là est incroyable et possible. Donc, ça devrait être faisable de rendre l'avenir meilleur que ce qu'on imagine aujourd'hui, en 2025. Et par rapport à ce que tu disais sur la frustration du spectateur, en fait, cette histoire de frustration dans la tête d'un spectateur spécialement, elle a fait naître l'idée qu'il fallait essayer un jour de jouer le jeu de l'abolition des privilèges de 2025 avec les spectateurs à la fin du spectacle. Spécialement, c'est un type qui travaille pour le festival de Lille 3000 qui m'a proposé ça. Donc c'est un festival qui est plutôt branché art contemporain à Lille, qui existe tous les 3 ans. Et donc cette année, ils ont une édition qui s'appelle Fiesta, et ils m'ont dit les fêtes révolutionnaires, comment on peut imaginer quelque chose en programmant votre spectacle, en plus une sorte de banquet républicain à la fin du spectacle où les gens joueraient le jeu en mangeant et en buvant un petit peu de ce que serait l'abolition des privilèges aujourd'hui. Et donc on va essayer de faire ça là les 30, 31 juillet et 1er août à Lille.
à la salle des fêtes de Fives à 19h. On va faire le spectacle et à la fin, on va essayer de faire naître le mouvement avec les spectateurs pour qu'ils se disent moi je propose d'abolir ça, et une surenchère et d'arriver à un truc qui semblerait dingue mais imaginable si on se dit que tout le monde essaye de rendre le monde meilleur, tu vois. Et que ce soit chacun qui abolisse ses propres privilèges, parce que c'est bien l'histoire qu'on raconte, c'est que c'est des nobles qui montent à la tribune et qui disent « je propose d'abolir les privilèges des nobles ». Et ensuite des évêques s'y mettent, voilà, et un évêque propose d'abolir le privilège de la chasse, et là c'est énorme, parce que ça veut dire que si tu tues et que tu es du tiers-état, donc des 97% restants du royaume, si tu tues un lapin, t'es plus un braconnier, voilà. Donc, il faut réglementer ensuite le droit de chasse, mais voilà, c'est des trucs, et c'est d'ailleurs le premier effet de l'abolition des privilèges de 89, c'est que vraiment, c'est un génocide de lapins dans les campagnes, tu vois, vraiment, tout le monde se dit, c'est possible, génial. Wow. Et donc voilà, c'est un truc qui est en voie de se faire, et jusqu'où on peut aller pour abolir des privilèges. Est-ce qu'on est sur les enjeux écologiques, sociétaux, économiques ? Voilà, je me demande qu'est-ce que ça va donner. On a quelques idées avec Maxime Pambert, on va essayer de... Et est-ce que, parce que là c'est ton deuxième Avignon, est-ce que c'est une possibilité aussi que ton spectacle se transforme ? Là, c'est ce test à Lille pour que peut-être après tu puisses le porter avec cette forme à la fin ? Bonne question. Peut-être qu'on proposera ça à d'autres théâtres ensuite, mais on va franchement... Non, je pense que l'abolition des privilèges, c'est un spectacle fait pour durer 1h15. Tu vois, petit format, où on peut jouer partout. Voilà, c'est un truc... si on le pense comme un produit, c'est un produit qui fonctionne. On va pas le triturer davantage. Mais peut-être qu'on pourra proposer à d'autres théâtres cette idée de... Si ça marche, parce que ça peut être un four total aussi, hein, ça peut être... Donc comment on va faire, je sais pas, est-ce qu'on va donner des papiers aux gens pour qu'ils se mettent à écrire, et puis avec un crieur public, et puis on va essayer de dire à un moment, c'est vous le crieur public, et voilà. Je sais pas, j'appréhende un petit peu. Oui, c'est sûr, parce que là, c'est laisser toute la liberté aux spectateurs, et ça peut partir ailleurs. Ouais, en tout cas, faudra leur rappeler que le but, c'est d'abolir ses propres privilèges et pas ceux des autres. Et en même temps, c'est assez juste, à un moment donné, du coup, dans cette coupure, tu parles des privilèges, tu parles du fait que, étant un homme blanc cisgenre, c'est être un privilégié, mais que du coup, ma peau, je peux pas l'enlever, ça peut pas être... Ça m'a un peu hanté, cette parole-là. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais très envie d'entrer dans le débat, de me dire, mais oui, c'est vrai, j'ai pas choisi mon propre privilège. Comment je fais avec, et comment aussi je vois que c'est pas qu'un privilège, et que je suis pas qu'un privilégié. Moi, c'est une des premières choses que j'ai dit à l'auteur quand je lui ai dit je veux adapter ton truc. Je lui ai dit, voilà, quand je lis ton texte, j'ai l'impression qu'un privilège, c'est quelque chose qu'on peut abolir ou renier, mais quand on parle de privilège blanc ou masculin, tu vois, est-ce qu'on peut abolir voilà. Et en fait, ça, c'est quand même des choses qui sont dans c'est une partie de la gauche qui réfléchit à ça, hein, et avant tout la gauche intersectionnelle. Est-ce que au-delà de la couleur de la peau, on peut pas aussi parler de blanchité, donc c'est-à-dire de mécanismes culturels incorporés dans notre cerveau, et que c'est ça qui est à re-questionner davantage que dire on va arrêter d'être blanc, ça voudrait rien dire. Donc c'est ce que le fait d'être du groupe majoritaire fait à l'intérieur d'un ensemble. C'est ce truc-là qui est mis en exergue par la petite conversation. Moi, j'avais envie que mon personnage soit un petit peu... utilise un peu des arguments un peu réac, et que l'autre, le personnage de Maxime, utilise des arguments qui étaient à l'avant-garde du progressisme, et que voilà, qui se regardent un petit peu, et qui se jettent un petit peu des vilainies à la tête, et qui est un débat. Et mon but, c'est quand même... Le théâtre, pour moi, c'est avant tout l'endroit de la dialectique. Et donc, voilà, ça me permettait de faire vivre ça. Mais en vérité, ce débat,
je l'ai en moi aussi. Et voilà, c'est un truc où ça revient souvent quand il y a rencontre avec le public après, là, comme c'était le cas à Figeac il y a 2-3 jours, il y a une personne qui m'a dit ça. Est-ce que vraiment le fait d'être blanc, c'est un privilège, ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de non-discrimination? Voilà, en fait, on avait causé avec son compagnon toute la soirée. Et voilà, elle avait besoin de m'en parler et de savoir si en fait j'avais la réponse, et en fait je ne l'ai pas. Mais c'est sûr que aujourd'hui, t'entends dans le monde politique, il y a le mot privilège, il est présent dans le monde, tu vois, de l'extrême droite à Zemmour, qui te dira que les privilégiés, c'est les migrants algériens parce qu'ils sont plus difficiles quand ils ont une OQTF à renvoyer chez eux que les autres migrants, jusqu'à évidemment Révolution permanente. Voilà, on trouvera 50 nuances de privilégiés. Et le problème, c'est que le privilégié, c'est souvent l'autre. Et moi, ça m'intéresse que dans cette histoire, le privilégié, ce soit d'abord soi. Et que donc, on invite le spectateur à un moment d'introspection davantage qu'à une leçon de morale. Oui, parce que tu l'as redit, mais je le redis encore, mais c'est l'abolition de mon privilège à moi. On va dire l'abolition des privilèges, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Tu es quelqu'un de très engagé, ce qu'on peut dire politisé aussi, je pense. Parce que tu as lu beaucoup de livres. Il me semble que tu as lu le livre de Sarkozy, j'ai lu ça. Je ne veux que ça. Est-ce que tu n'as pas peur que ta pièce soit trop intellectuelle par le fait que la politique reste assez intellectuelle et que du coup, toi, en tant que personne engagée et personne politisée, indéniablement, tu es une personne intellectuelle aussi? Bah ouais, c'est mon risque. C'est de larguer les spectateurs avec trop de propos et trop de références. Bah écoute, quand on joue ce spectacle-là dans les lycées et qu'on se dit, bon... et on joue une version courte la plupart du temps. Bon, parfois, on joue une version longue pour les lycées, mais quand il y a un mélange de 14, 15, 16, voilà, ou spécialement quand on va nous-mêmes dans leur réfectoire pour jouer, et on met les chaises comme on peut en carré, bon, bah, ou dans le CDI, voilà, et bah, là, on sait que on fait une version 50 minutes, on joue que la première partie du spectacle, et à la fin, l'acteur dit, voilà, merci, ça c'était 1789, ça c'était les privilèges de 1789, maintenant vous pouvez vous poser la question de s'il y a des privilèges aujourd'hui encore, ce que vous aimeriez abolir. Il finit là-dessus, comme ça fait un spectacle en moins d'1 heure, c'est plus facile à vendre et à jouer et à s'insérer dans une journée. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire, mais quand les lycéens viennent directement dans le théâtre et que là on a 2 heures avec eux, là on peut leur poser la question, mais et vous, pour vous c'est quoi un privilège? On commence un petit débat avec eux. Voilà, est-ce que vous en voyez des privilèges? Est-ce que voilà, vous pensez qu'être un garçon ou une fille, ça donne les mêmes avantages exactement? On met ça, mais aussi si on n'a que des mecs en face de nous et qu'on se dit peut-être qu'ils aiment le foot, on leur dit mais attendez, vous supportez quelle équipe? Ok, est-ce qu'elle a le même budget que l'équipe de la ville d'à côté? Est-ce que ça l'avantage pas d'une certaine façon? On essaye de trouver des trucs qui vont, des inégalités qui vont nourrir une réflexion. Faut y aller comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la forme à la fin du spectacle, elle se veut suffisamment généreuse pour échapper à un côté trop intellectualisant. Le type, il est au milieu des gens, il leur parle, voilà, j'espère que c'est suffisamment généreux et ludique pour être une sorte de théâtre populaire, donc un théâtre qui peut convenir à tous, et pas, voilà, c'est ça que mon enjeu. Mais voilà, si on me dit c'est quand même un télo, bah, j'accepterai la critique, je me dirais bon, bah ok, c'est le jeu, je viens d'une famille d'intello, je fais quand même un peu du théâtre d'intello. Bon, personnellement, j'ai pas trouvé que c'était un théâtre d'intello. Donc, ça, tu as parlé là de la différence, de l'égalité, de l'équité. La grande absente quand même de ta pièce, j'ai l'impression que c'est la femme. Dans le débat, elle est très peu, voire pas du tout présente, il me semble. Et vous êtes 2 hommes aussi au plateau. Ouais. Est-ce que ça a été aussi une volonté de se dire, ok, on assume le fait qu'on est des hommes et du coup qu'on va se questionner et qu'on va questionner
nos privilèges en tant qu'hommes, ou est-ce que c'est le truc de l'histoire fait que la femme n'a pas été présente à cet endroit-là, à ce moment-là, quoi. C'est ça d'ailleurs, la compagne de l'auteur qui nous a fait remarquer que ce n'était pas dit dans la première version du spectacle que les femmes n'avaient pas voix au chapitre dans cette histoire. Et donc il fallait le signaler un moment. Donc un moment, au 3e chapitre maintenant, Maxime dit les femmes n'étant Maxime ou Oscar, parce qu'il y a 3 acteurs en permanence qui vont jouer ce spectacle, dit les femmes ne pouvant porter les doléances, le public est plus divers. Il y a plus de diversité dans le public autour des députés que dans l'Assemblée elle-même, parce que évidemment dans l'Assemblée ce ne sont que des hommes, donc on le dit bien précisément maintenant. Mais oui, bien sûr, c'est mon enjeu. Mon but, c'était effectivement de me dire, à travers la remise, la déconstruction du patriarcat que peut connaître une partie de la population aujourd'hui et la mienne, j'avais envie de causer de ça, c'est sûr, parce que voilà, c'est des nobles qui ont aboli leurs privilèges, donc c'est des mecs qui se disent, bon, en fait, est-ce qu'on est privilégié ou pas ? Enfin, il y en a un qui se dit, oui, évidemment, l'autre qui se dit, oh, pas forcément, non, je vois pas ce que tu veux dire. Et donc, c'est voilà la mauvaise conscience masculine et la voix off qui arrive au milieu de tout ça, et la voix d'une femme, et c'est comme ça que ça s'incarne. Et j'ai demandé à Lisa Ours de faire cette voix, parce que non seulement elle a une voix sublime, mais aussi parce que à chaque fois qu'on a une discussion politique avec Lisa, ou une discussion de façon générale sur le monde du théâtre, elle m'envoie des scuds qui me font réfléchir pendant des années. Donc politiquement, à l'intérieur de ma tête, c'est ça, tu vois, c'est comme ça que je réussis à l'incarner sur le plateau. C'est tout ça, et oui, et puis c'est intéressant de voir que finalement les hommes peuvent aussi se questionner entre eux, parce que c'est vraiment dans tout l'univers un peu là de... Et pour réussir à ce qu'on brûle pas leur château. Donc ils le font pour se donner bonne conscience aussi. Et ça compte, parce que je sais pas, j'ai pas envie de donner la réponse. C'est sûr que, en tout cas, moi, la mauvaise conscience et l'orgueil qu'a pu provoquer en moi ma compagne quand elle m'a dit, moi je connais des mecs qui ont réussi à se contracepter, etc. Parce que moi je connaissais que des mecs qui avaient essayé pendant 3 jours et qui avaient arrêté. Voilà, et quand même, ça a fini par me dire, ok, tu sais quoi, je vais voir c'est quoi le site, ok, 40 balles, ok, quelle couleur l'anneau, ok, d'accord, super, allez, vas-y, et voilà. Et ensuite je l'ai fait, et ça comptait, donc ça comptait mes mécanismes masculins de, tu sais quoi, je vais, moi aussi je peux le faire, c'est pas, voilà, ça compte. En tout cas, force à toutes les femmes qui font du lobbying, parce que ça finit par marcher. Ça marche pas le premier mois, voilà. Mais finalement, ça finit par payer. Je parle pas de la contraception masculine qui marche pas le premier mois. Ça marche à partir du moment où on commence à le faire. Au bout de 3 mois, faut attendre 3 mois pour que vraiment la production de spermatozoïdes descende totalement. Mais bref, c'est pas la première fois qu'on en parle que le mec, la plupart du temps, accepte de soit se faire une vasectomie, soit se mettre un anneau autour des couilles pour les remonter, parce que voilà, puis ça fait mal le premier mois, donc les 3 premiers jours sont très difficiles. Le premier mois est quand même assez hardcore, et en fait, au bout de 2 mois, on sent plus rien, et c'est bon. Et moi, là, ça va faire 2 ans que je fais ça. Tu parles à un moment donné du coup du fait de choisir de ne pas avoir d'enfant. Est-ce que, parce que le personnage s'appelle Hugues, est-ce que c'est quelque chose qui est vrai pour toi, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose où tu dis c'est ton personnage et là c'est juste ma petite curiosité qui parle? Pour le moment, de toute façon, je suis contracepté, donc la question se pose pas. Mais en vérité, je pense que je pourrais avoir envie d'avoir des enfants, et je pourrais avoir cette... je pense que j'aimerais pouvoir l'envisager un jour, mais là, c'est pas tout de suite avec ma copine, et voilà. Et de toute façon, c'est autant elle que moi qui prend la décision. Ouais. Voilà. Ma question sous-jacente, c'était vraiment la chose du... Parce qu'on que entend ce personnage. Non, ouais, mais on entend ce discours
qui paraît radical finalement, et tu l'amènes plutôt bien sur scène de ne plus avoir d'enfants aujourd'hui, c'est aussi Décroître. c'est ça, Ouais. décroître et puis en fait donner un meilleur avenir à d'autres enfants et pas au mien qui finalement n'aura pas un bel avenir possiblement. La question elle existe dans ma tête. J'ai pas envie de la trancher moi tout seul. Est-ce que tu trouves ce discours Totalement acceptable. acceptable? Ouais. Bah, je sais pas. Et Je sais pas. est-ce que aussi, parce que ça va en lien avec ta pièce, est-ce que avoir des enfants est un privilège? Ou un privilège des couples hétérosexuels, oui. Oui, on peut le voir comme ça. Tu poses des bonnes questions et j'aimerais avoir un temps de réflexion avant. Écoute, ce qui est sûr, c'est que mon personnage, il dit quelque chose que je pense pas totalement. Ça, c'est sûr. Et il est là pour venir taper dans les côtes des spectateurs. Je le pense comme ça. Moi, en vérité, je suis pas d'accord avec moi-même et j'aurais bien du mal à dire exactement ce qu'il faut. Chacun fait ce qu'il peut avec le fait de savoir qu'en 2050, on aura moitié moins d'énergie fossile que ce qu'on a aujourd'hui. Et que donc, fatalement, l'avenir va être assez différent et notre niveau de confort va être forcément très différent que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et sans compter le réchauffement climatique. Voilà, c'est juste une question de ce qu'on pourra faire ou pas. Chacun se débrouille avec cette information qui est en libre accès et à portée de main. C'est marrant parce que du coup, ta pièce porte sur la révolution. Tu parles aussi là de 2050, qui est ce point de basculement. J'avais demandé, je crois, il y a quelques mois à l'IA de me dire à quel moment il y aurait un vrai point de basculement et peut-être une prochaine révolution française ou mondiale ou vraiment un vrai gros point de basculement pour la Terre. Elle m'avait donné la date de 2080. Voilà, donc c'est loin. C'est assez loin et assez proche en même temps. 2050, c'est demain. On est plus proche de 2050 que de 2000 maintenant. Donc. C'était par rapport aux énergies fossiles, par rapport au fait qu'à un moment... Global. C'était vraiment un truc global. J'avais vu tout mis à l'intérieur de énergie fossile. Démographie, capacité à se nourrir. Exactement. Ouais, guerre, aussi au niveau religieux et des montées en fait, des religions et de l'intégrisme dans chaque religion. Pour le coup, en fait, tout ça faisait que autour de 2080, il y avait un point de basculement. Bon, après, c'est l'IA qui disait ça. J'ai donc gaspillé beaucoup d'énergie. Ouais. On arrive à la fin de cet épisode. On en reparlera, je pense. On en refera, si tu veux, ouais. Vraiment, parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et vraiment, toutes tes créations. Tu prépares un autre spectacle qui va bientôt venir, peut-être. D'ici combien de temps ? 1 an et 3 mois. Ok, 1 an et 3 mois. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Vous aurez toutes les informations en description. Et voilà. Merci beaucoup, Hugues, d'être venu dans cet épisode.